Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici présent à cet événement qu'on organise effectivement avec l'UTT. Je représente aussi le président Sylvain Convert qui a dû s'absenter à l'étranger pendant cette période. Donc je suis Hervé Klinger, le trésorier de la SSCI. On est toujours très heureux de créer ou de participer à ce genre d'événements. D'abord parce qu'on est dans notre rôle d'information et d'information au niveau des chefs d'entreprise et des entreprises sur les risques encourus quels qu'ils soient. Et là aujourd'hui c'est la sécurité informatique, qui est un vaste sujet. Je pense qu'on est tous à notre domaine plus ou moins vulnérables et il faut savoir rebondir, continuer à travailler dans ces cas-là ou reprendre le travail dans ces cas-là. C'est ce qu'on appelle des plans d'action. Il faut savoir les mettre en place, il faut savoir les observer et puis éviter à tout prix effectivement que des gens intrus rentrent dans nos systèmes d'information. Je pense que la Covid a largement participé à l'accroissement des hackers. Quand on voit tous les salariés ou le personnel qui est parti avec son PC sous le bras pour aller travailler en télétravail dans la forêt d'hôte ou autre, je pense que les risques se sont accrus. On l'a vu, hein, il y a des entreprises qui ont été bien prises, même au niveau national, hein, parce que des centres hospitaliers, des chambres d'agriculture, enfin c'est quand même pas anodin. Et vous aurez un témoignage, je crois, ce soir, qui est très local, avec 3 au Babita, qui est aussi assez représentatif de ce qui s'est passé et de la galère qu'ils ont connue derrière, parce qu'il faut surtout avoir les moyens de suivre derrière. Voilà. Je ne vais pas vous faire un discours plus long d'abord parce que c'est vite rébarbatif et puis vous n'êtes pas là pour ça. Et je vais laisser un peu la parole donc au président de l'UTT avec qui on coordonne cet événement. Merci. Voilà, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi effectivement d'être là. Donc je suis le président de l'UTT, Université de Technologie de Troyes, effectivement qui porte une signature dans le domaine de la cybersécurité. Reza, qui est responsable des formations, est présent. Un certain nombre d'entre vous le connaissent également. Je ne vais pas être très long non plus. Donc merci tout d'abord à la CCI de nous accueillir dans ce bâtiment pour cette réunion qui est co-organisée. L'UTT porte effectivement une chaire sécurité globale avec un certain nombre de mécènes, hein, notamment AXA, notamment la CASDEN et d'autres encore, au sein d'un institut de sécurité globale et anticipation. Et effectivement, cette signature de l'Université de Technologie de Troyes sur ces problématiques de sécurité est assez atypique dans le monde universitaire. Qui effectivement parfois est un peu rétif à ces notions de sécurité. Et donc c'est vraiment une signature qui est intéressante que vous trouvez aujourd'hui sur le territoire de l'Aube et plus globalement au niveau de la région Grand Est. C'est une opportunité donc pour la ville, pour le département, parce que nous sommes, vous l'avez dit, hein, sur des enjeux de souveraineté. On sait aujourd'hui que les cyberattaques sont une forme d'arme, comme il en existe d'autres, qui peuvent mettre un pays à genoux en quelques heures. Il suffit d'attaquer les infrastructures de transport, les infrastructures des hôpitaux, les infrastructures de défense. Et si on arrive à s'introduire, on peut effectivement mettre un pays à genoux en quelques heures. Donc on en est effectivement très conscient sur ces enjeux-là, et il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. Alors, au-delà des problématiques que vous connaissez toutes et tous, hein, d'hameçonnage, de piratage de comptes, de rançongiciel, etc., dont nous sommes finalement tous exposés en tant qu'utilisateurs du numérique, hein, au sens large du réseau Internet, avec des sophistications qui augmentent chaque jour. Moi, je suis toujours surpris de voir aujourd'hui des messages mail arrivant de ma banque qui ressemblent beaucoup à ma banque, hein, et qui ne sont pas... En fait, il faut aller vraiment avoir l'œil pour se rendre compte qu'à un endroit, il y a peut-être une faute d'orthographe, il y en a de moins en moins, que l'adresse mail qui a envoyé le message est bien l'adresse de la banque. Enfin, je pense que vous connaissez. Donc, une sophistication accrue. Et puis une activité très lucrative, hein, pour effectivement les gens qui s'y adonnent. Donc il y a des enjeux qui sont véritables et on n'est qu'au début. Alors ça c'est un peu peut-être la mauvaise nouvelle, on n'est qu'au début. L'Internet des objets aujourd'hui qui déferle, le fait que les objets communiquent de plus en plus, hein, de point à point, que l'humain est de moins en moins présent dans ces communications, va nécessairement augmenter les failles de sécurité. Hein, on le sait, lorsque dans le domaine par exemple de la lutte contre l'incendie, si une bouche effectivement d'arrivée d'eau est connectée, potentiellement, c'est un trou de sécurité s'il y a une problématique qui permet d'accéder à d'autres services derrière. Donc l'IoT, l'Internet of Things, hein, tout ce qui est Internet des objets, va effectivement amplifier encore
ces problématiques de sécurité. Donc c'est un risque énorme pour effectivement les sphères économiques, les sphères, la sécurité des biens et des personnes. Et donc, j'en reviens à l'Université de technologie de Troyes que je préside. On a effectivement une très belle signature puisqu'on forme aujourd'hui des personnes effectivement de Bac+3 à Bac+6 avec une licence professionnelle enquêteur technonumérique, avec un master sécurité des systèmes d'information et un autre master donc c'est le Bac+6, expert en cybersécurité. Et tout ceci représente à peu près, sur l'année en cours, l'année universitaire, à peu près, enfin plus de 150 personnes qui sont formées. Donc c'est important, c'est un savoir-faire, des compétences qui se trouvent dans une université de technologie et qui permettent effectivement de former les personnes dont le pays a besoin et plus largement sur des métiers qui sont en tension, puisque effectivement la prise de conscience des entreprises effectivement elle a été accélérée avec le Covid. Mais encore une fois, on n'est qu'au début, l'Internet des objets, enfin ce qui est en train d'arriver est autrement potentiellement plus dangereux quelque part et on sera confronté, on le sait, à des cyberattaques qui pour certaines seront victorieuses, quoi qu'on fasse. Vous êtes toujours, c'est le jeu du chat et de la souris, donc parfois le chat gagne, parfois la souris gagne et l'objectif c'est que le pays ne se retrouve pas à genoux. Voilà, donc je remercie effectivement l'ANSSI, AXA, Orange, la police nationale, enfin vous avez un certain nombre de logos, j'en oublie certainement sur ce flyer, et un grand merci à l'équipe organisatrice au niveau de la CCI d'avoir co-organisé avec l'UTT effectivement cette journée. Merci à toutes et à toutes. Merci. Alors, on ne va pas continuer des prises de parole parce que vous voulez maintenant passer à... Sinon, simplement vous dire que je suis titulaire de cette chaire, je m'appelle Patrick Laclémence, je suis à l'Université de technologie de Troyes. Je suis exactement co-titulaire de cette chaire, puisqu'en fait, vous avez l'ENSP qui est au centre du dispositif, et vous avez Lyon 3, donc, qui est une université de droit, et l'UTT, qui est une université de technologie. Donc, vous voyez, on marche ensemble, parce qu'on voit bien quand même que le nouveau monde dans lequel on rentre, la cyber, a besoin aussi de normaliser les choses. Donc, vous avez des juristes et des technologues. Alors, pardon, la sécurité globale, c'est comme le développement durable. C'est une option politique. Ensuite, il faut faire des peignes, des branches. Et on est sur une branche de la sécurité globale, la cybersécurité. Donc on va essayer de déployer ça toute la journée pour vous aider, parce que vous êtes des créateurs, et que je crois beaucoup à la création avant l'innovation. Laissons l'innovation à l'intelligence artificielle, la multiplication des calculs, etc., etc. Mais il y a toujours la création au départ. Donc vous êtes là et on va essayer de vous aider dans cette création. Je vais tout de suite passer la parole à Didier Joubert, qui va animer la première table ronde. Et encore merci de venir jusqu'ici pour cette journée. Bien, bonjour à tous. On va se préparer donc pour la première partie de cette journée. Donc je vais demander aux participants de la première table ronde de venir ici, et en particulier aux représentants de l'ANSSI et de cybermalveillance pour participer donc et faire leur présentation. Et puis nous continuerons après une présentation de ces deux institutions qui sont les institutions clés qui s'attachent à la gestion de la cybermenace sur le territoire national. Nous aurons une table ronde au cours de laquelle on discutera également avec des policiers, des opérationnels qui pourront à la fois répondre à des questions, à la fois donc interagir avec vous et puis présenter quelle est l'action des services opérationnels, parce qu'on a beaucoup de communication sur le cyber, on a beaucoup de choses qui se font, qui se disent, on en parle beaucoup, mais on ne regarde pas éventuellement dans la pratique très très concrète. Donc on va voir deux aspects dans cette première partie qui sont les aspects un petit peu de prévention générale, et puis après une partie plus policière et qui s'attachera donc davantage aussi à la partie enquête et à la partie en fait répressive qui est miroir de cette prévention qu'on verra dans un premier temps. Donc si les représentants de l'ANSSI et de cybersécurité veulent bien se rapprocher. Alors pour ma
gouverne et puis rebondir sur ce qu'a pu dire le directeur de l'UTT et puis le professeur Laclémence aussi. À titre personnel, le temps qu'on s'installe, juste quelques mots pour vous dire que dans le cadre concrètement de ce qui se fait de très concret avec la chaire sécurité globale, je représente aussi un produit hybride puisque moi-même je suis policier et non seulement policier qui travaille donc à Paris au cabinet du ministre de l'Intérieur, mais je suis également professeur associé à l'Université de technologie de Troyes, ce qui vous fait bien l'une des caractéristiques particulières de l'Université de technologie de Troyes, c'est d'essayer de mêler très concrètement du professionnel et de l'universitaire. C'est vraiment une caractéristique particulière que vous verrez tout au long de la journée. Je pense tout à l'heure à ce que pourra vous dire Reza notamment. Pas de problème, il faut rester zen avec l'informatique. Je ne réponds plus de rien personnellement. Hop. Voilà, donc simplement avant que M. Rhin ne commence, hein, juste un tout petit mot, simplement pour remercier les deux institutions qui ont bien voulu participer à ce démarrage de la journée, parce que ces institutions se sont faites relativement rares dans les manifestations publiques ces derniers temps, et nous avons la chance qu'elles aient répondu présent pour être ici à Troyes aujourd'hui. Donc merci à l'ANSSI et merci à Cybermalveillance. Merci. À mon tour de remercier l'UTT, évidemment la CCI de Troyes, pour m'avoir invité. Donc c'est avec plaisir que je suis ici. Je vais présenter très brièvement l'ANSSI. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais bon. Donc je suis Vincent Rhin, je suis délégué à la sécurité numérique pour la région Grand Est. Je suis porte-parole de l'ANSSI pour cette région. Qu'est-ce que l'ANSSI? C'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Une agence créée en 2009, 600 agents, on tend à recruter beaucoup, mais vous le savez, c'est difficile de recruter des experts en cyber, hein. Donc on essaie de grandir notre effectif. Le nouveau directeur général depuis janvier, c'est Vincent Stroubel, hein, qui a remplacé donc Guillaume Poupard. Nous sommes un service de la Première ministre, et plus particulièrement du SGDSN, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, dont vous avez certainement entendu parler pendant la crise Covid, hein, qui coordonne au niveau interministériel la défense et la sécurité nationale. Et donc, dans le SGDSN, il y a l'ANSSI, qui est autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Je vais me pousser un peu parce que je ne suis pas devant l'écran. Le positionnement français, je précise français, hein, parce que ce n'est pas le positionnement de toutes les agences de cyberdéfense dans le monde. On ne fait que du défensif. L'offensif, c'est le ministère des Armées, donc le ComCyber et la DGSE. 3 missions principales: élever le niveau de cybersécurité des acteurs par la sensibilisation, la formation, conseil, soutien, réglementation, contrôle. Sensibilisation, c'est ce que je suis en train de faire, hein. Assurer une veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et détecter les attaques. Qualifier et certifier des produits et prestataires en détection d'attaques. Vous avez la liste des produits qualifiés et certifiés sur le site de l'ANSSI. Réagir face aux attaques, évidemment, hein, si on fait de la surveillance, c'est qu'on va détecter des attaques et donc il faut y réagir. Et malheureusement, quand les attaques réussissent, il faut assister les victimes. Les bénéficiaires principaux, c'est les régulés. Régulés, c'est qu'ils sont soumis à de la réglementation, hein, ils sont obligés de faire de la cyberdéfense. Donc évidemment les ministères, les administrations de l'État. Les OIV, c'est les organismes d'importance vitale.
Une centrale nucléaire, par exemple, tout le monde comprend que ça peut être vital. C'est défini par la loi de programmation militaire de 2013. Et puis les OSE, les opérateurs de services essentiels, exemple un service de réanimation dans un groupement hospitalier territorial, défini par la directive Nice, transposée, donc la directive européenne de 2016. Et puis les non régulés, les collectivités territoriales, les ETI, entreprises de taille intermédiaire, et les PME, petites et moyennes entreprises. Ce que je fais moi au niveau du territoire, c'est beaucoup de sensibilisation, d'essayer d'élever le niveau de cybersécurité des PME et collectivités territoriales, faire partager la vision et les principes de l'ANSSI en matière de cybersécurité, notamment à travers des guides, la promotion des guides, des produits certifiés, des produits qualifiés. Au niveau de la coordination, avoir un langage commun cyber avec les autres services de l'État. On n'est évidemment pas les seuls à faire de la cyberdéfense. Il y a la police nationale, les services de renseignement, la gendarmerie, les douanes et plein d'autres. Donc on essaye de partager nos expériences et de mettre en commun des moyens. On a tous des moyens différents. Et puis on oriente les victimes. Si vous êtes un ministère, si vous êtes un OIV, un OSE, une entreprise, un grand groupe, et si vous êtes particulier, vous n'avez pas les mêmes aides, évidemment. Donc il va falloir vous orienter. Des fois, c'est un peu la jungle quand on est victime d'une cyberattaque. Et nous, on est là pour vous orienter vers les bonnes personnes. Le plus intéressant maintenant, la menace cyber. Qu'est-ce qu'une menace cyber? Alors la menace cyber, c'est évidemment d'abord des attaquants. Les attaquants, ça va de l'État jusqu'à la personne individuelle. En dessous de l'État, il y a le cybercrime, le crime organisé, la mafia. C'est à peu près les mêmes groupes qui font trafic de drogue, prostitution, etc. Ils se sont lancés dans la cybercriminalité parce que ça rapporte beaucoup. Souvent, ces entités peuvent travailler pour certains États. Donc c'est toujours très difficile d'identifier qui fait quoi. Ensuite, vous avez des officines qui sont spécialisées dans le cybercrime, donc qui sont de taille plus réduite et qui vendent leurs prestations. Et puis vous avez encore, et c'est un peu plus rare, ce qu'on appelle le script kiddies. C'est l'image du gamin avec sa capuche dans son garage, devant son PC, qui va aller s'essayer au dark web, qui va télécharger un produit, qui va l'essayer, puis qui malheureusement va le faire fonctionner sur votre entreprise. Ça sera peut-être juste pour tester, il ne vous demandera même pas de rançon. Ça peut arriver et faire de gros dégâts. Évidemment, quand on est criminel, on va se fixer des objectifs. Alors le plus connu, évidemment, c'est l'argent, le but lucratif, l'espionnage, l'agitation, la propagande, la destruction. On en reparlera un peu après. Ils identifient une ou plusieurs cibles, un groupe d'entreprises, une entreprise en particulier, ou alors tous ceux qui sont vulnérables. Et puis, ils vont atteindre leur objectif par des chemins d'attaque distincts, un mail piégé, l'exploitation de vulnérabilité, du social engineering en utilisant les réseaux sociaux, toutes les informations que vous mettez dessus. Ils vont essayer de les exploiter pour détourner de l'information. Alors, sur les finalités, un peu plus en détail, évidemment, les attaques lucratives. C'est la plupart des attaques qui apparaissent dans la presse. Donc le but du jeu, c'est de vous prendre de l'argent, donc avec le fameux rançongiciel ou ransomware. Qu'est-ce qu'un rançongiciel? C'est un logiciel qu'on va installer chez vous à votre insu, et puis au moment voulu, on va le lancer, il va chiffrer vos données, et donc vos données ne seront plus accessibles, seront illisibles. Et on va vous demander évidemment une rançon pour vous fournir la clé qui va déchiffrer les fichiers. Vente de données exfiltrées, l'un ne va pas sans l'autre, c'est pas ou, c'est souvent et. Ça veut dire qu'avant de chiffrer vos données, on va les exfiltrer, c'est-à-dire les sortir de votre système d'information et les vendre sur le dark web. Vous avez entendu parler des attaques sur les hôpitaux. Ils savent très bien que les hôpitaux ne vont pas payer de rançon, parce que c'est des organismes publics. Par contre, tous les dossiers patients vont être vendus sur le dark web et très cher, pour des exploitations futures. Du chantage, si on récupère des informations sensible pour l'entreprise, on va essayer de faire chanter l'entreprise en disant si vous ne me donnez pas tant et tant de bitcoin, je vais vendre votre dernière recherche, ou même si j'ai des fois des mails compromettants d'avocats, etc. Le sabotage, on a eu des exemples, notamment je crois en République tchèque, avec l'attaque d'objets connectés. On a réussi à détourner dans une aciérie du métal brûlant.
Et donc on a détruit l'objet industriel et on a eu, je crois, enfin, il y a eu 20 millions d'euros de dégâts. Donc tout ça est possible, c'est de la destruction. L'atteinte à l'image, ça c'est le premier danger mis en avant par les grosses entreprises américaines, Google, Facebook et tout ça. Ils sont suffisamment solides au niveau cyberdéfense pour ne pas avoir d'attaques. Ils en ont quelques-unes réussies mais qui sont mineures. Par contre, ils craignent beaucoup l'atteinte à l'image. Si vous avez une rumeur lancée sur un des grands patrons, vous pouvez vite fait avoir le cours de bourse qui perd 1 milliard, 2 milliards, on l'a vu. L'espionnage qui est toujours vrai. Vous avez toujours l'espion avec son appareil photo ou qui va essayer de discuter avec vous pour vous tirer de l'information. Mais évidemment, on va aussi passer par les systèmes d'information. Il faut savoir que sur les opérations de cyberdéfense, c'est-à-dire quand l'ANSSI se déplace, 80% des affaires sont dues à de l'espionnage, souvent sur des grands groupes ou sur des entités sensibles. Les grands types d'attaques. La première, c'est l'attaque par déni de service, le DDoS. Donc c'est par une attaque distribuée. Donc on va prendre ces petits ordinateurs avec les têtes de mort, ça veut dire qu'on a installé sur plein d'ordinateurs ou sur des objets connectés un petit logiciel qui va envoyer des requêtes, ça veut dire des sollicitations à un serveur, peut-être le vôtre, qui fait que ce serveur-là ne va plus pouvoir répondre parce qu'au lieu d'avoir 100 requêtes à la minute, il va en avoir 10 000, 100 000, 200 000. Évidemment, il ne répondra plus. Donc on va avoir un déni de service, c'est-à-dire que votre système ne sera plus accessible. Aux États-Unis, on a piraté 200 000 caméras connectées pour faire une attaque sur le site du FBI. Donc c'est tout à fait faisable. Alors il faut faire attention quand on a son service web, son site marchand par exemple qui ne répond plus, ça peut être un problème juste de configuration, ce n'est pas forcément une attaque. Donc il faut être prudent. Si vous avez ouvert votre site web et qu'il a beaucoup de succès, vous l'avez taillé pour 100 requêtes à la seconde et puis vous en avez 1000, ça fera le même effet que le DDoS. Donc il faut, avant de crier au loup, bien regarder ce qui se passe. La défiguration de site. Avant, vous aviez un site avec votre usine et vos produits, et ensuite, suite à la défiguration, vous avez une tête de mort, un drapeau de Daesh. Moi, j'ai été responsable longtemps d'une plateforme d'hébergement du ministère de l'Intérieur. On avait remplacé la photo d'un préfet par un drapeau de Daesh. Voilà, c'est pas une attaque gravissime, mais il y a quand même une atteinte à l'image, et le préfet, ça ne lui a pas beaucoup plu. Après, on peut changer les images, mais on peut changer aussi les informations qu'il y a dedans. Si vous avez un site marchand, vous vendez un produit à 10 €, au lieu de le mettre à 10, je vais le mettre à 2, ou je vais le mettre à 50. Donc je vais changer en fait la philosophie de votre site web. Si on ne s'en aperçoit pas rapidement, on peut quand même avoir des conséquences commerciales derrière relativement embêtantes. Rançongiciel, j'en ai déjà parlé. Chiffrage du contenu des ordinateurs et des sauvegardes. C'est pour ça qu'il faut, une des premières mesures, on en parlera sans doute, c'est bien la sanctuarisation des sauvegardes. Il faut avoir des sauvegardes de côté et s'assurer qu'elles ne sont pas connectées au système d'information au moment où le logiciel de chiffrement va se lancer. Applicatifs et données rendues inaccessibles, plus rien ne marche. Si tout est chiffré, plus rien ne marche, vous n'avez plus accès à rien. Et donc ça paralyse entièrement votre entreprise. Pour s'en remettre, même si on a des sauvegardes, il faut espérer qu'on a des sauvegardes, c'est en général un temps long. C'est-à-dire que ce n'est pas en 3 jours que ça se règle. C'est plutôt 1 semaine, 2 semaines, voire quelques mois, voire des années pour certains, quand on n'arrive pas à aller rechercher les sauvegardes. Attaque par hameçonnage, phishing, on va vous envoyer un mail pour essayer de récupérer des mots de passe, des données. Quand on fait des campagnes, des fausses campagnes, enfin plutôt des vraies campagnes, mais de faux phishing dans les entreprises, on a encore 30 ou 40% à peu près, c'est la moyenne, de gens qui vont ouvrir le mail, qui vont cliquer sur la fameuse pièce jointe, le lien. Et je crois que ça va jusqu'à 4%, j'avais vu ça, qui donnent leur mot de passe et leur identifiant. Donc il y a vraiment un problème de sensibilisation là derrière. C'est aussi avec ça qu'on va pouvoir mener une attaque par rançongiciel, puisqu'on va aller récupérer un identifiant mot de passe pour se connecter sur votre système d'information, pour ensuite, après, faire toutes les actions malveillantes. Processus d'attaque en 4 phases. Reconnaissance de la cible, comprendre l'organisation du SI cible, quelle est l'étendue, où est-ce que sont les sauvegardes, quelle est la maturité du système d'information. Donc on va aller voir à peu près ça à distance. Ensuite, une fois qu'on a fait une cartographie du système d'information, on va aller s'introduire dans le système. Usurpation d'identité, j'ai récupéré un compte, un mot de passe.
une pièce jointe piégée, donc le fameux mail qui va installer avec une pièce jointe. Alors, il y avait souvent les petites cartes de vœux à Noël avec un petit Père Noël qui danse ou des choses comme ça. À l'époque, il y a 10 ans, il y en avait une sur 3 qui était piégée. Donc ça continue. La clé USB infectée. Et puis évidemment, la vulnérabilité logicielle, un produit qui n'aurait pas été mis à jour avec une vulnérabilité présente. Installation d'implant, c'est ce fameux petit logiciel qui va exfiltrer d'abord vos données, qui va parcourir votre système d'information, qui va aller voir les sauvegardes, qui va aller identifier les informations les plus importantes pour les sortir. Et ensuite, il va y avoir un chiffrement. Entre l'installation, c'est-à-dire la pièce jointe sur laquelle vous avez cliqué, qui a installé ce petit produit, et puis le déclenchement de l'attaque, c'est-à-dire le chiffrement, et l'apparition de la tête de mort sur l'écran, il y a à peu près en moyenne 205 jours. Donc pendant 205 jours, ils ont largement le temps de voir qu'est-ce que vous faites. Après, on lance, évidemment, quand on a tout exploré, quand on s'est installé partout, on sabote, on exfiltre et on chiffre. Alors, on a parlé du Covid, effectivement. On a augmenté la surface d'attaque. La numérisation croissante de la société nous rend dépendants au système numérique. Plus aucune entreprise ne travaille avec du papier. On a tous des systèmes d'information, quelle que soit notre taille, je dirais de la boulangerie ou grand groupe. Donc forcément, il y a beaucoup de systèmes d'information. Et puis, on déporte le système d'information à la maison avec des fois moins de barrières de sécurité. On a un PC qu'on partage avec les enfants, avec la famille, et forcément, ça peut avoir des conséquences graves. Les actifs à voler deviennent de plus en plus immatériels. L'or du XXIe siècle, c'est la donnée, donc si on la vole, on s'enrichit. Les systèmes d'information deviennent de plus en plus complexes à comprendre et donc à protéger. Avant, vous aviez possibilité d'avoir un informaticien qui savait tout sur tout. Il faisait du réseau, il faisait du système, il faisait les données, il développait, voilà. Ça n'existe pratiquement plus. Je dirais même ça n'existe plus. Donc il faut des gens spécialisés, donc c'est forcément de plus en plus complexe, il faut de plus en plus de monde, et donc il y a beaucoup plus de surface d'attaque. Le cyberespace devient un espace d'affrontement militaire, vous l'avez vu avec la guerre qui est à nos portes, il y a aussi la transposition sur le monde virtuel. Le coût des attaques tend à diminuer, prolifération de l'offre offensive par des groupes organisés. On a vu qu'on a des criminels qui sont très bons techniquement, qui construisent des produits puis qui après les vendent pour attaquer. Outils d'attaque sur étagère dans le dark web. Il ne faut pas être un super crack en info, développer son range logiciel, il suffit d'aller sur le dark web. Enfin, il suffit, je vous déconseille de le faire, mais d'aller sur le dark web et puis d'aller acheter ou louer un produit. Avantage à l'attaquant, il est facile d'identifier une seule faille à un instant donné dans un système d'information cible. Vous devez corriger toutes les failles, lui, il n'en a besoin que d'une seule. Une industrie très organisée, Cybercrime as a Service. Tous ces outils-là existent sur le dark web, donc vous pouvez acheter, par exemple, un outil de négociation pour dialoguer avec la victime. Vous avez chiffré son système d'information, vous allez lui demander 50 millions d'euros, il va vous dire c'est pas possible. On va mettre 25, et puis il y a une négociation qui s'installe, qui sera évidemment complètement discrète, pour pas qu'on puisse identifier l'attaquant. Vous allez acheter un outil qui est capable de faire ça, vous n'avez pas besoin de le développer. L'outil de paiement, de revente des données, etc. Vous allez tout trouver sur le dark web. Panorama des cybermenaces 2022 que vous trouvez sur le site du CERT, cert.ssi.gouv.fr, qui est beaucoup plus détaillé évidemment que cette seule diapo. Juste un chiffre, peut-être deux. En 2022, 40% c'est PME, TPE, ETI, donc c'est vous. 40% des victimes, c'est vous. Et puis 23%, c'est collectivités territoriales et locales. Donc forcément, c'est là qu'il y a de l'argent, c'est là qu'on va taper. La tendance 2021-2022, elle n'a pas beaucoup évolué. On est toujours dans la cybercriminalité et son développement. On est aussi évidemment dans l'espionnage. Le prépositionnement, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de monde. C'est quand on prépare une attaque, une guerre réelle, avec des chars et des avions, on va d'abord s'installer dans les systèmes d'information les plus vitaux pour les saboter en cas d'attaque. Donc avant une attaque militaire, on va faire une attaque dans le cyberespace pour essayer, avec les objets connectés notamment, de paralyser l'activité. Si on paralyse les trains, si on paralyse les autoroutes, si on paralyse l'eau, etc., ça va déstabiliser toute la population, le pays, et ça sera plus facile en cas de guerre. Vous avez remarqué, et on l'a dit, que l'informatique est partout, y compris dans vos voitures, dans vos trains, dans vos avions.
Donc avant, quand il y avait une panne informatique, eh ben, voilà, le système d'information est tombé, c'était pas si grave que ça, entre guillemets. Maintenant, c'est autre chose. Si on fait une cyberattaque, on peut éventuellement aller jusqu'à tuer des gens. Quand on paralyse un hôpital, il n'a plus de robots pour faire des scanners, pour faire des IRM. Et donc, si vous arrivez en urgence à l'hôpital, on va vous transférer ailleurs, à 30 km, 50. Donc, vous avez une perte de chance. Et donc, évidemment, ça devient un risque stratégique et ça devient un risque vital. Les caractéristiques d'une crise cyber, c'est comme l'iceberg, c'est-à-dire qu'on ne voit que la surface, la tête de mort que vous avez sur l'écran lundi matin qui vous dit « voilà, j'ai chiffré », c'est juste ce que vous voyez et vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qui a été vraiment compromis? Est-ce que c'est tout mon système? Est-ce que toutes mes applications sont compromises? Depuis quand il est là? Ça fait 205 jours qu'il est là ou c'est une attaque qui date d'hier? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 205 jours? Est-ce qu'il m'a volé des données? Lesquelles? Les données personnelles? Est-ce que je dois faire une déclaration à la CNIL? Compromission du système d'information, c'est que les informations que vous avez sur votre système, peut-être celles qui n'ont pas été chiffrées, est-ce que c'est les bonnes? Est-ce qu'il n'aurait pas changé tous les RIB de tous vos fournisseurs ou clients par les siens ou par des RIB compromis? En plus de ça, quand vous avez détecté l'attaque, peut-être vous avez une partie du système qui est chiffrée, l'attaquant peut toujours être là. Vous êtes en train de mettre des mesures de remédiation, il va s'adapter, il va changer sa façon de faire, ou il va accélérer le processus. Donc il peut toujours être là. La crise cyber, ce n'est pas une crise informatique, hein. Ça n'est plus une crise informatique, c'est une crise d'entreprise. Quand votre système d'information s'arrête ou disparaît, c'est toute votre activité qui s'arrête. Les actions de défense peuvent impacter l'entreprise, arrêt des métiers, de la production, etc. La crise peut être longue et coûteuse. Si pendant 2 semaines, vous n'avez pas d'activité, pendant 2 semaines, vous allez vivre sur votre trésorerie. Est-ce que votre trésorerie est capable de tenir 2 semaines sans aucun chiffre d'affaires qui rentre? Parce qu'on a tout arrêté. Si vous êtes entièrement chiffré, vous ne savez plus qui sont vos fournisseurs, vous ne savez plus si vous devez les payer, vous ne savez plus si vous devez payer les cotisations sociales, etc. etc. Vous ne savez même plus faire un bulletin de paye, vous ne savez plus payer vos employés. Ne jamais payer la rançon. Pourquoi? Quels sont les risques? La défection du pirate. Et on le voit très souvent, un pirate, vous n'avez pas un contrat avec lui. Hein. Le pirate, il est là, il vous a attaqué, voilà. Vous commencez à négocier la rançon, et puis le pirate, il disparaît parce que, 1, il s'est fait arrêter, parce que 2, il a changé de métier, parce que 3, il s'est fait embaucher par une boîte, etc. Donc il a chiffré, il disparaît. Voilà, vous avez payé la rançon, mais il ne vous donnera jamais la clé. Le modèle économique, hein, le business model des attaquants, c'est quand même de vous fournir une clé. Hein. Si personne ne vous fournit cette clé, bah, plus personne ne paiera la rançon, et puis le modèle s'écroulera de lui-même. Donc vous pouvez effectivement avoir une clé. Mais quand on va vous donner la clé, elle va peut-être partiellement fonctionner. Donc elle va déchiffrer une partie, mais pas tout. Et puis surtout, quand vous avez des bases de données qui fonctionnent, le moment où elles sont chiffrées, elles peuvent être corrompues. Parce que vous avez 2 processus concurrents qui vont attaquer la base, le processus normal et le processus de chiffrement. Donc quand vous allez déchiffrer, le fichier va être corrompu. Et puis, vous avez payé la rançon, on vous donne la clé, vous déchiffrez, tout se passe bien, vous êtes content, ouf. Et puis bah, l'attaque, une semaine après, recommence. Parce qu'en fait, il est toujours là, l'attaquant, avec une autre clé. Il va vous redemander de payer. Ou ça va être un autre attaquant qui a vu que vous êtes compromis et qui va accéder à distance à nouveau, parce que vous n'avez pas corrigé les failles. Il va vous chiffrer à nouveau. Moi, j'ai vu une entreprise se faire chiffrer 3 fois. Elle a payé les 2 premières fois. Et puis si vous payez, bah, vous êtes intégré directement dans une liste de bons payeurs. Hein, donc bah, vous êtes marqué en vert. Celui-là, il est sympa, il paye la rançon. Allez-y. Et puis évidemment, c'est la roue du hamster. Si vous payez, les outils sont de plus en plus performants, parce qu'il faut de l'argent hein, pour développer des outils. Si les outils sont plus performants, il y aura plus d'attaques. S'il y a plus d'attaques, plus de rançons, etc., etc. Donc en fait, on entretient le cybercrime en payant les rançons. Maintenant que je vous ai dit voilà, tout ce que vous risquez, il faut se protéger, évidemment. Le réflexe, il y en a d'autres. Hein. Si vous voulez des informations, c'est d'aller sur le site de l'ANSSI, www.ssi.gouv.fr. Je ne fais pas la pub Carglass, hein, mais c'est bien .fr, hein, pas autre chose. Donc vous avez énormément de guides. Vous avez des guides très techniques qui sont illisibles pour la plupart d'entre nous. Et puis vous avez des guides de gouvernance hein, qui sont tout à fait lisibles, qui sont tout à fait applicables, en partie ou en intégralité.
Les 3 derniers, avant ceux sur la remédiation qui sont en train d'être validés, c'est le triptyque gestion de crise cyber, anticiper, gérer sa communication de crise cyber, crise d'origine cyber et organiser un exercice de crise. Évidemment, ça se fait une fois qu'on a essayé de sécuriser son système d'information et qu'on se prépare quand même éventuellement à une cyberattaque qui peut être partielle, hein, minime, mais sur laquelle il faudra communiquer et peut-être mettre en place des outils de gestion. Peut-être, sûrement. Cybermalveillance, j'en parle pas plus. Ça sera évoqué après. Grand test cybersécurité, c'est le centre de réponse à incidents construit par la région et incubé par l'ANSSI. Hein, ça fait partie du plan France Relance. Donc vous avez un numéro de téléphone et puis vous avez une adresse web. Ça, c'est quand vous êtes victime d'une cyberattaque. Vous pouvez les appeler et ils peuvent vous mettre en relation avec un prestataire. Déjà, ils vont vous donner des premiers conseils, hein, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, et puis vous mettre en relation avec des prestataires du Grand Est qui ont été labellisés par la région et qui pourront vous aider. Ils ont des critères, hein, ça s'adresse plutôt aux structures de taille moyenne, aux collectivités relativement importantes, à l'exception des très grandes. Voilà. Et ils vous diront tout de suite si jamais ce n'est pas la bonne personne, ils pourront vous orienter vers cybermalveillance. Si vous êtes un particulier, ce n'est pas là qu'il faut aller, c'est sur cybermalveillance. Hein. Se former, le MOOC, secnumacademy.gouv.fr, c'est relativement long, vous vous inscrivez, il y a une petite formation, à la fin vous avez un petit diplôme quand vous avez répondu juste à 80% des questions. N'hésitez pas à le faire, il est très intéressant, il est très apprécié. Ancien directeur Guillaume Poupard, la meilleure défense, c'est la défense, hein, il n'y en a pas d'autre. Prendre conscience que le facteur humain reste essentiel en matière de cybersécurité. Vous pouvez être un crack en cybersécurité, vous pouvez avoir lu tous les guides de l'ANSSI, recruter tous les gens que vous voulez. Si les utilisateurs de vos systèmes d'information font n'importe quoi, c'est pas comme si vous n'avez rien fait, mais ça va être très difficile de maintenir un niveau de sécurité. C'est illustré par les douves, les remparts, et puis évidemment la personne qui a oublié le soir de fermer la passerelle. Voilà, donc tout ce que vous avez mis en place ne sert à rien puisque vous avez une passerelle qui va faire rentrer les attaquants. Voilà, tous connectés, tous impliqués, tous responsables. Ça, je pense que maintenant, c'est à peu près répandu chez tout le monde. Vous avez mon adresse mail, vincent.rin@tcci.gouv.fr, mon numéro de portable aussi, si jamais vous souhaitez plus d'informations. J'en ai fini. Alors, peut-être passerons-nous aux questions après, lors de la phase de table ronde proprement dite. Simplement, pendant que le représentant, M. Boyer, le représentant de cybermalveillance, s'installe, juste quelques mots pour évoquer deux choses. D'une part, le fait qu'il ne faut surtout pas que vous pensiez que vous êtes des petits, donc vous n'êtes pas intéressants pour des criminels. Pour des hackers ou des autres. Ce n'est pas parce que vous êtes petit que vous n'êtes pas intéressant. D'autant que les criminels eux-mêmes peuvent se tromper. On a eu le cas très précis d'une entreprise de lingerie située dans le 9e arrondissement de Lyon qui s'est fait hacker parce que les hackers russes pensaient que c'était une très grosse société qui avait autant d'argent que les sociétés LVMH ou les autres sociétés de luxe. Mais elle a été hackée par erreur. Néanmoins, ça s'est traduit par un préjudice énorme pour cette entreprise. Et donc, il ne faut surtout pas penser, c'est ça un conseil important, que je suis petit, donc finalement, je ne suis pas une bonne victime pour les hackers. Y compris quand on veut s'amuser, la victime, c'est la victime. Point terminé, on s'amuse avec une victime, comme avec une souris dans la roue, et on fait avec. Donc soyez prudents là-dessus. Tout le monde est concerné par le risque de cybermenace. Deuxième information précise également, pour faire un petit peu de teasing également, c'est que nous aurons également la chance cet après-midi vers 16h d'avoir une plus-value dans notre programme de la journée, puisque nous aurons également la chance d'accueillir le représentant de la Direction générale de la sécurité intérieure qui pourra là aussi évoquer d'un autre point de vue le travail qui est fait par la police nationale et le ministère de l'Intérieur. Donc la parole est à maintenant cybermalveillance. Merci, M. Boyer. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à la chaire de sécurité globale, à l'UTT, à la CCI 3 de nous avoir accueillis, de nous donner aussi l'occasion de parler pour vous. Je vais vous parler du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. C'est super long. Dans tout le reste de cette présentation, je vous dirai cybermalveillance.gouv.fr. C'est notre site, c'est notre plateforme,
c'est notre moteur. Et je vais vous donner un petit peu des caractéristiques, à quoi ça sert, vous expliquer un petit peu qui on est et vous dire qui on n'est pas. Alors tout d'abord, petite diapositive, un peu de présentation. À qui on s'adresse? On s'adresse à 3 publics, que sont les particuliers, professionnels de type TPE, PME, ETI, et les collectivités territoriales. Donc on a un spectre qui est très large. Ces missions, en fait, ont été définies à l'origine parce qu'on avait donc l'ANSSI, qui est un peu notre maison mère, puisqu'on était incubé au sein de l'ANSSI. L'ANSSI s'occupait de la partie haute du spectre, comme vous l'a dit tout à l'heure Vincent, les OIV, les OSE, les grands groupes, et il y avait un peu un vide. Donc on est arrivé, on était incubé il y a maintenant 5 ans, et on a pris un peu notre essor et on vole de nos propres ailes. Nos missions, il y en a 3. Assister les victimes de cybermalveillance. Donc je vous présente tout à l'heure un de nos outils, notamment qui est là pour ça. Une deuxième qui est une mission d'information et de sensibilisation. Moi c'est dans ce cadre que je m'inscris, mon métier, c'est de faire de la sensibilisation, d'aller un peu partout en France lors d'événements, de faire aussi des webinaires et d'amener un peu la bonne parole. Donc j'ai mon bâton de pèlerin et j'explique de manière agnostique comment amener un peu de sécurité numérique dans ses usages, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient professionnels. Troisième mission, observation et anticipation. Donc effectivement, dans nos missions d'assistance, et notamment avec ce qu'on appelle notre parcours d'assistance victime, on arrive à voir beaucoup de métriques et de voir un peu ce qui impacte nos publics. Donc on essaye également de faire des remontées, et notamment vers les décideurs, de manière à adapter les politiques publiques. Petite diapo chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres, c'est important. Plus les chiffres sont gros, plus on a l'impression que c'est important. Première des choses, il faut remercier l'ensemble des personnes qui contribuent à cybermalveillance.gouv.fr. On a 62 membres. 62 membres, alors je n'ai pas mis la diapo avec l'ensemble de nos membres, mais on a des membres étatiques, ministère de l'Intérieur, de la Justice, Jeunesse et Sport. On a des membres privés qui contribuent financièrement, que ce soit des grands groupes de type Google, AWS et ainsi de suite. On a aussi, notamment cette année, reçu un nouveau membre, la BNP, donc grand groupe, qui a fait énormément d'actions de sensibilisation vers ses utilisateurs, et on comprend pourquoi, vu le coût financier que cela peut avoir. L'année dernière, on a eu la CNIL qui nous a rejoints, donc on était très contents de les accueillir, l'Association des maires de France. Donc on a un ensemble de personnes d'horizons très divers, mais qui ont un seul but en tout cas, c'est de lutter contre tout ce qui est cybermalveillance, qui vont impacter non seulement leur activité, mais celle aussi de leurs usagers. 1200 prestataires référencés, donc plus de 1200 sur le territoire. Ce sont un peu nos pompiers du feu qui sont là pour intervenir lorsque l'un de nos publics a pu être victime. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. C'est plus de 200 experts cyber, donc des professionnels de sécurité informatique qui ont été labellisés. Même chose, je vous en parlerai plus tard. Je fais un peu de teasing sur cette diapo. 280 000 victimes assistées. Ça, c'est l'année dernière. C'est le chiffre 2022. 280 000 personnes, entités, sont venues sur notre plateforme pour chercher de l'aide, être assistées et probablement avoir le bon interlocuteur. C'est également 3 800 000 visiteurs uniques qui sont venus sur notre plateforme. Sur notre plateforme, si les gens viennent, ce n'est pas pour faire du jeu en ligne, il n'y en a pas, il n'y a pas de sudoku, il n'y a pas ce genre de choses. Mais par contre, on a énormément de documents, de documentation pour l'ensemble de nos utilisateurs. Et on a un mot d'ordre, c'est que c'est de la documentation qui est pratique et non technique. On doit parler au plus grand nombre. Ce n'est pas pour autant qu'on va faire des approximations. Même chose, je vais vous en parler un peu plus après. Le parcours d'assistance victime, à quoi ça ressemble? Je vous en ai parlé, donc 280 000 l'année dernière. C'est en fait un formulaire. En fait, cet outil, c'est un outil de diagnostic. On s'est rendu compte que beaucoup de gens en fait, étaient victimes de cybermalveillance, mais ils ne savaient pas mettre un mot dessus. Comment trouver une solution si on n'arrive pas à mettre un mot sur la cybermalveillance? Donc cet outil de diagnostic, vous allez d'abord dire qui vous êtes, particulier, professionnel, collectivité territoriale, et vous allez décrire votre problème. Et au fur et à mesure, ce questionnaire va s'adapter en fonction de vos réponses. Et à la fin, on mettra un mot. Ce mot, ce sera la manière dont on appelle cette cybermalveillance. On en a catégorisé 51 et on les a décortiqués. Décortiqués de telle manière à ce qu'une fois qu'on sait de quoi on était victime, on va vous propulser des conseils qui sont adaptés. Imaginons si vous êtes victime de phishing ou si vous êtes victime d'un piratage de compte, l'action ne sera pas la même. Donc une fois qu'on a identifié, on donne des conseils pour faire cesser immédiatement la cybermalveillance. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis victime d'un rançon logiciel, eh bien je déconnecte mon ordinateur. Non pas je l'éteins, mais je le déconnecte, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois récupérer dans le cadre d'un piratage de mon infrastructure?
la typologie, les logs, ce genre de choses-là. Et ensuite, vers qui je dois m'adresser? Eh bien, service de police ou de gendarmerie, dans le cadre d'un piratage. Si c'est du signalement de contenu illicite en ligne, on vous dira allez sur internet-signalement.gouv.fr. En fait, on essaie de se comporter un peu comme un guichet unique, peu importe vers qui on va adresser, mais on essaie d'identifier et de dire votre bon interlocuteur, c'est celui-ci. Il y a tellement une pluralité en fait de personnes qui luttent contre tout ce qui est cybercriminalité qu'il est des fois difficile de savoir vers qui s'adresser. Et une fois qu'on a fait ça, et c'est un peu une originalité de notre dispositif, on propose la mise en relation. La mise en relation pour les particuliers, professionnels ou collectivités territoriales vers l'un de nos 1200 prestataires référencés. Ce sont des professionnels qui sont dans le secteur géographique. Si vous êtes à Troyes, il n'y a aucune raison de vous envoyer quelqu'un qui vient de Paris. Ça n'a aucun sens. Donc ce sont des prestataires de votre région qui vont pouvoir répondre sous 1 heure à 2 heures maximum. En général, vous avez un choix de 3. Et après, sans mauvais jeu de mots, et après, vous contractualisez ou pas avec ce prestataire. Nous, on sort de cette relation commerciale. Et ce que l'on va faire, par contre, c'est qu'on va évaluer. On demandera au prestataire d'émettre un rapport d'incident, pour savoir s'il a bien été activé pour de bonnes raisons. Et on demandera au demandeur s'il a été content, s'il évalue de manière positive ou pas la prestation du prestataire. Donc voilà, alors on va s'occuper de ce côté satisfaction de manière à pouvoir faire évoluer notre outil. Donc ça, c'est un outil immédiat. Et donc 280 000 l'année dernière. Ça nous permet de sortir des petits graphiques comme ça en barre. Même chose. Donc sur ces 280 000, là je vous ai sorti uniquement celles concernant les entreprises et associations. En cette espèce de rose, normalement c'est un orange un peu baveux. Voilà, ça c'était en 2021. Et en bleu, c'est ce qu'il y a en 2022. On a eu un petit changement dans le trio de tête. Ce sont toujours les 3 mêmes cybermalveillances qui impactent principalement les professionnels. Mais l'ordre a un peu changé. En premier, on retrouve, champion toute catégorie, l'hameçonnage ou le phishing. Technique qui consiste à vous envoyer un mail usurpant une identité de votre banque, des impôts, qu'est-ce qu'on peut avoir, Netflix, ça marche bien aussi. La variation maintenant, c'est aussi le SMS. On a même créé un mot pour ça s'appelle le smishing. Alors phishing, on va faire un petit peu d'explication de texte. PH pour password harvesting, la collecte de mots de passe, et contraction avec le mot anglais to fish, aller à la pêche. Ici, l'objet du phishing, c'est de collecter des couples identifiants en mots de passe, des choses qui vont pouvoir être utilisées et réutilisées pour souscrire à des services, pour récupérer de la donnée ou pour pouvoir, par exemple, faire des transferts frauduleux au niveau bancaire. Donc ça, c'est le champion de toute catégorie, aussi bien chez les particuliers, les professionnels que les collectivités territoriales. En deuxième, le piratage de compte. Souvent, c'est un corollaire du phishing. Nous, le phishing, on l'appelle la mère des cybermalveillances. Souvent, on commence par un phishing, on continue sur un piratage de compte, et puis si on est avec quelqu'un qui est un petit peu talentueux et tout ça, on peut finir sur du rançongiciel. Donc le rançongiciel, je ne vais pas vous expliquer le principe, Vincent l'a très bien fait tout à l'heure. Donc voilà, on a ces 3 cybermalveillances. Alors le rançongiciel, vous allez me dire, mais ah oui, il était en premier, maintenant il est passé en 3e. Mais c'est énorme, ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins. Non, non, non. En 2021, la hausse avait été tellement grosse qu'en fait, c'est un petit peu en trompe-l'œil. On a une diminution de 5 points. Mais voilà, le rançongiciel est toujours très très présent, il impacte. Et c'est souvent ce qui fait le plus de dégâts au niveau des professionnels. Dans tout ça, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous parler un petit peu de tendance, sans vous développer un petit peu tout ça. Si vous voulez parler de ça, vous viendrez me voir juste après sur l'espace exposant. Je vais vous parler un petit peu de quelques autres tendances importantes pour vous professionnels. Ce qu'on voit beaucoup émerger, c'est tout ce qui est faux conseiller bancaire. Faux conseiller bancaire, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que les banques ont une obligation au niveau européen de mettre en place une authentification beaucoup plus forte. Donc, c'est ce qu'on appelle les directives DSP2, où on dit double authentification. C'est pour ça que maintenant, quand vous vous connectez sur votre banque, vous recevez un SMS de confirmation. Des fois, on vous demande même votre code de connexion plus le SMS avec le numéro que vous allez recevoir. Donc, ben voilà, les escrocs, ils font comment pour vivre? N'oubliez pas que vos données, c'est ce qui les font vivre, c'est leur métier. C'est un métier qui est illégal. Mais en attendant, c'est un métier quand même. Donc, ils n'hésitent plus maintenant à aller au contact des victimes et de dire, tiens, bonjour monsieur Intel, nous avons bloqué un paiement frauduleux. Ne vous inquiétez pas, il y en avait pour 3 572 €, on les a bloqués. Pour la procédure justement de récupération des fonds, vous allez recevoir un code de sécurité sur votre smartphone qui nous permettra de bloquer intégralement
l'ensemble de l'argent que vous avez failli perdre. Vous recevez votre SMS, vous le donnez à l'opérateur, et là, vous déclenchez l'achat. En fait, vous avez un escroc qui est en ligne. Donc maintenant, les escrocs n'hésitent plus, au-delà du phishing, comme il y a eu des sécurités qui ont été mises en place, à contacter directement les victimes. Et croyez-moi, c'est parfait. C'est très bien fait, et c'est toujours sur le même ressort. D'abord, on fait peur, on essaye de mettre la victime dans un tunnel où elle va fermer les yeux, et elle va répondre positivement à une demande. Donc ça marche très très bien. Les nouvelles tendances, c'est pas une nouvelle, hein, la fraude au virement, ce qu'on appelle le FOVI, le faux ordre de virement, on appelle ça aussi l'arnaque au président, quand ça touche un grand compte ou à haut niveau, mais on a des variantes, notamment avec des changements de RIB correspondant à des fournisseurs ou à des employés. Tout d'un coup, le service comptable d'une société reçoit un mail d'un employé qui dit « Ah, au fait, j'ai changé de banque. Voici mon nouveau RIB. » Ça commence comme ça. Et à la fin du mois, l'argent est viré sur un compte. Et tout d'un coup, l'employé revient vers la société en disant « Mais j'ai pas reçu, moi, ma paye, qu'est-ce qui se passe ?» Et l'argent, il est parti. Il est déjà reparti très loin. Donc ça marche très très bien. Pour éviter ce genre de choses, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on vérifie. On n'attend pas de recevoir un coup de fil. Si on reçoit une instruction de changement de RIB, eh bien, on va prendre contact directement avec les titulaires, avec les contacts que l'on a. Même chose hein, pour son conseiller bancaire. L'info-stealer, le virus voleur de mot de passe, c'est pas nouveau, mais c'est en pleine résurgence, et notamment sur les smartphones. Vous savez, les petits SMS de phishing. En général, je fais toujours un petit questionnement. Qui avait reçu en 2021, allez, 2021, un phishing Amélie, où on vous demande votre numéro de sécurité sociale? Qui l'avait reçu parmi vous? Voilà. Bon, maintenant, vous n'en recevez plus. D'accord. Ensuite, on a eu tout ce qui était vignette critères. Ça, c'est en fin d'année dernière. Qui l'a reçu? La vignette critères. Non, ça ne vous parle pas. Bon, alors on va en faire un. Là, qui a reçu le phishing hentai? C'est en gros paiement de contravention. Voilà, ça c'est une bonne tendance. Donc vous inquiétez pas, ça va continuer, vous allez en recevoir d'autres. Souvent, ces phishing mènent aussi souvent vers des logiciels malveillants. Et on a vu notamment sur tout ce qui était téléphone de type Android, l'installation d'un faux navigateur Chrome qui va être là pour essayer de récupérer vos identifiants et toute l'action que vous allez avoir. Donc un phishing, ce n'est pas juste une copie de page. Souvent, ça peut mener aussi vers un contenu malveillant. Donc je vous dirai, vous recevez ça, eh bien vous ne cliquez pas. Le SIM swapping, ça va continuer aussi. Même chose pour contrôler la double authentification. Si jamais à un moment on vous demande de donner votre numéro unique, le RIO, je crois que c'est ça, numéro unique qui vous permet la portabilité de votre numéro de téléphone mobile, faites très très attention, ça ressemble à une arnaque. Hein. Il est SFR, il est Bouygues, il est Free, personne ne vous demandera ce genre de choses-là. Ça permet notamment de dupliquer une carte SIM et donc de recevoir en lieu et place du titulaire les SMS permettant une double authentification. Donc ça fait vraiment partie des tendances lourdes qu'on a pu observer en 2022. Je vais vous parler d'une dernière chose. Je regarde, est-ce que je suis dans les temps? Oui, ça va. Le parcours de sécurisation. On a créé aussi un parcours de sécurisation là, qui est à destination des professionnels donc TPE, PME, ETI et collectivités territoriales, qui est un outil destiné à l'accompagnement. Cet outil, il est utilisable avant que les problèmes arrivent. En gros, vous venez sur notre plateforme, vous tapez sécurisation, c'est en bas, sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr. Enfin, si vous allez sur notre plateforme, ce sera fléché votre parcours. Vous faites une expression de besoin, vous dites, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit compétent en matière de sauvegarde, en matière de sécurisation de postes fixes, mobiles, d'hébergement. Donc, il y a un certain nombre de catégories qui sont clairement fléchées. Combien de postes vous avez à sécuriser? Et ensuite, vous demandez à être mis en relation avec un expert cyber. Donc, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas comme les 1200 prestataires référencés dont je vous parlais. Ils sont 200. Vous voyez le logo en haut à droite, expert cyber. On a voulu reconnaître l'expertise. Donc, ce sont des professionnels qui ont des capacités en matière d'installation, de maintenance et de rémédiation. Donc, avant que les problèmes arrivent, ou quand on a besoin de quelqu'un en cas de problème. Ils font l'objet d'une labellisation par l'AFNOR, qui est valable 2 ans. Ils vont être audités sur leur savoir-faire. C'est valable uniquement 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'au bout de 2 ans, le savoir-faire d'une société peut être parti. Donc, tous les 2 ans, ils vont remettre ça en jeu pour avoir leur labellisation. Même chose, ce sont les experts qui sont proches géographiquement. Si vous faites appel
à sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr, que vous demandez à un professionnel, vous aurez quelqu'un de votre ressort territorial. Même chose que pour les prestataires, ça n'a aucun sens de vous envoyer une boîte, par exemple, qui va venir de Paris, qui va venir de Rennes, qui va venir de Strasbourg, mais prendre plutôt quelque chose qui va être dans votre environnement géographique. Alors bien sûr, il y a une plus grande présence d'experts cyber en région parisienne, normal par rapport à tout ce qui est tissu entrepreneurial. Mais vous inquiétez pas, il y en a aussi dans l'Est. Il faudrait que je sorte les chiffres. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour vous. Autre chose qui est pour vous, alors là, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers, on est des gros créateurs de contenu, d'articles, de fiches. Là, je vous ai mis un petit panel. On a un kit de sensibilisation qui est vraiment bien fait. Ce sont des articles qui sont vraiment adaptés, donc pratiques et non techniques. On définit la menace, on dit comment s'en protéger, et puis que faire si on est victime. Vous trouvez notamment 19 grandes cybermalveillances qui ont été décortiquées. On vous dit comment ça fonctionne, comment vous en protéger. On a des fiches sur les bonnes pratiques. Donc tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était IoT. Mais voilà, les sauvegardes, les mises à jour, que faire en cas de cyberattaque, la séparation, les usages pro-perso, qui est un vrai sujet dans l'entreprise, hein, aussi bien pour les professions libérales, pour les artisans ou en entreprise, où on a tendance à mélanger un peu tout. Le télétravail. Donc voilà, tout ça, tous ces supports, je vous engage à les voir, ils sont très variés, très variés, ils sont plutôt pédagogiques. N'hésitez pas à venir voir, à les utiliser, à les diffuser autour de vous. Si vous avez un message à faire passer à votre chef d'entreprise, à votre chef ou à votre RSSI ou bien à vos agents, eh bien n'hésitez pas. Pour cela, hop, un petit QR code. Alors là, celui-là, il est safe, hein. Moi, j'aime bien le mettre, justement, parce que le QR code, quand on voit un QR code dans l'espace public, ben non, on ne le flash pas parce que c'est le meilleur moyen de vous faire ficher. En tout cas, celui-là, il est safe. Si vous le flashez, vous tomberez directement sur l'ensemble de nos ressources, plutôt que d'avoir à taper la grosse URL qu'il y avait avant. Donc n'hésitez pas, et puis autrement, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur tout ce qui est cybermalveillance, être tenu un peu au courant de l'actualité, eh bien, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. On va un peu old school, hein. Vous avez Twitter, Facebook, LinkedIn. Si on s'adressait à la jeunesse, on serait sur TikTok, sur Insta et tout ça. Mais bon, déjà, 3 plateformes, c'est pas mal. Vous retrouverez nos contenus, on a une newsletter et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir sur vous perdre, chercher, découvrir sur cybermalveillance.gouv.fr. Je vous remercie. Merci bien. Donc on va enchaîner, on va demander aux policiers maintenant de nous rejoindre. Merci à vous. Préparez vos questions. J'espère qu'il y en aura quelques-unes. Asseyez-vous, prenez place. Moi, je vais me mettre sur le côté. Vous allez pouvoir tester les canapés troyens, sont assez confortables, hein. Si on s'est levé trop tôt, on peut s'endormir, je trouve. Bien, alors, simplement ce que je vais faire. Donc, on a la chance, venez, de recevoir, en plus des institutions qui s'occupent de prévention, des services d'investigation, donc des services qui viennent de la direction centrale de la police judiciaire et puis également de la préfecture de police de Paris avec une institution qui s'appelle le BL2C. Il y a de la place. Tenez-vous chaud. Et donc, ils vont se présenter pour dire également ce qu'ils font et puis très concrètement vous donner quelques exemples de la façon dont, au-delà de tout ce qui concerne les aspects préventifs dont on a parlé, les aspects de culture générale de cybersécurité, parce qu'il faut que vous acquériez, que tous d'ailleurs nous acquérions une culture de la sécurité en matière cyber, il y a également derrière des phases répressives qui peuvent avoir lieu. Donc on va leur passer la parole à tous les 4 et puis on entamera des questions avec vous et moi-même je poserai un certain nombre de questions parce que je ne sais pas tout en matière de cyber, loin de là. Je commence par le commandant Franck de Franco et la préfecture de police et puis après on fera le tour. Donc présentez-vous commandant et puis après on... Oui, bonjour à tous, donc commandant Franck de Franco. Je suis chef de section à la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police, qui est un service dédié à la lutte contre la cybercriminalité de Paris. Notre territoire de compétence est Paris et la Petite Couronne. Donc a priori,
on pourrait penser qu'on n'a pas de lien avec vos PMI, PME, puisque vous n'êtes pas sur notre territoire de compétences. Néanmoins, la cyber, c'est un monde qui nécessite un encadrement judiciaire un peu centralisé, ce qui a été fait depuis 2016, avec une compétence concurrente nationale pour le parquet de Paris, qui peut nous saisir au niveau national d'un certain nombre de faits cyber qui peuvent être sériels ou autres, ce qui fait que on est présent ici pour pouvoir répondre à vos questions et peut-être apporter notre aide dans certains dossiers. Donc moi je m'appelle Steven Villard, je suis capitaine de police à la préfecture de police au sein de la BL2C comme Franck. Je suis enquêteur cyber et également responsable d'un groupe d'enquête. Bonjour à tous, donc moi François Alexis, je suis ingénieur à la SDLC, donc sous-direction de lutte contre la cybercriminalité qui appartient à la DCPJ. Donc au sein de la SDLC, on a un office central, l'OCLCTIC, donc pour faire simple, l'office cyber. Et donc moi je suis chef du groupe des appuis spécialisés, donc c'est un groupe d'ingénieurs qui est en fait en soutien technique aux enquêteurs. Donc on est là sur tous les aspects techniques, tous les aspects spécialisés, sur crypto-monnaie, des choses comme ça. Et on a également une étiquette CCIRT-PJ, donc on a un centre de réponse à incidents de la police judiciaire. Donc dans ce cadre-là, on est en lien avec toute la communauté des CERT, le CERT-FR également. Donc on a aussi cette étiquette-là. Bonjour à tous, brigadier chef Manuel Keller. Je travaille également au sein de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui fait partie donc de la direction centrale de la police judiciaire avec François Alexis qui vient de se présenter. Et je m'occupe particulièrement de la formation des investigateurs en cybercriminalité. Donc ce sont, contrairement à François, des policiers que l'on forme à cette thématique. Voilà. Un mélange de techniciens qui viennent du monde des écoles d'ingénieurs et autres pour mélanger et avoir un savoir et pouvoir faire bénéficier les enquêteurs de leur savoir-faire. L'enjeu de la formation, il est très concrètement relativement énorme puisque les cyberattaques se développent. Et je voudrais poser une question aux représentants de l'ANSSI pour commencer, pour savoir si dans le cadre que l'on est en train de découvrir progressivement, finalement, est-ce que l'État fait assez d'efforts pour répondre aux besoins des particuliers ou des entreprises qui sont victimes de cybercriminalité? Est-ce que l'effort grandit? Est-ce qu'il y a une vraie mobilisation? Et comment vous le voyez vivre de votre côté? Et comment vous l'appréciez, le cas échéant? Alors évidemment, il y a une forte mobilisation de l'État à tous les niveaux, hein. Aussi bien de l'ANSSI qu'on le voit ici, des services de police, de gendarmerie, les services de renseignement, etc. Après, l'ANSSI, c'est une agence de sécurité de l'État. Donc, comme vous l'avez vu, nos bénéficiaires principaux sont quand même les ministères, les OIV, les OSE, les organismes régulés. Il n'empêche qu'avec l'expérience qu'on accumule en intervenant sur des affaires très sensibles, de volume très importante, on partage, parce que c'est une des valeurs de l'ANSSI, notamment au travers des guides qui sont disponibles gratuitement sur le site de l'ANSSI et qui sont de l'avis de tout le monde quand même fort intéressants. Sur le tissu économique, si je parle pour moi, et mes collègues font la même chose, on participe aux différents groupes de travail de l'État de sécurité économique avec les délégués à l'information stratégique et à la sécurité économique de Bercy. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'intervenir dans les entreprises, aussi bien un grand groupe basé en Alsace que des entreprises de taille moyenne, voire petite. Donc moi, si on me demande, j'interviens. On a des outils notamment de sensibilisation, mais aussi le CSIRT, dont on a parlé. Alors le CSIRT, un peu un gros mot, hein, c'est Grand Est Cybersécurité. Donc c'est le centre de réponse à incidents qui est vraiment à destination des PME et des ETI du Grand Est. C'est quelque chose qui a été fait par la région Grand Est avec les acteurs locaux et incubé par l'ANSSI, c'est-à-dire que les gens qui vous répondent ont été formés par l'ANSSI, et le plan France Relance a financé à hauteur d'1 million d'euros la création de ces CSIRT qui là sont vraiment à destination du tissu économique. Donc l'État agit,
l'État finance et l'État est présent sur le territoire. Merci à vous. Question suivante peut-être pour le commandant. Est-ce que vous voyez très concrètement arriver également un certain nombre de moyens ou se développer l'aspect cyber-enquête de façon pratique? Est-ce que vous l'avez vu grandir? Est-ce que vous le voyez souffrir? Est-ce que très concrètement, encore une fois, même si la question peut paraître embarrassante, est-ce qu'on vous donne suffisamment les moyens de bien travailler en matière d'investigation cyber? On serait tenté de répondre non, mais il y a une véritable évolution. On ne sera jamais aussi armé qu'on souhaiterait et qu'il serait nécessaire de le faire pour être complètement safe et à pouvoir protéger toutes nos entreprises. Par contre, effectivement, on travaille de façon concertée et en tout cas, il y a un travail vraiment de concertation au niveau étatique et nous ne sommes pas dans des milieux étanches avec cybermalveillance ou avec l'ANSSI. Il y a des mouvements de va-et-vient qui soit sont directs, soit passent via le parquet de Paris qui va recevoir de l'information de cybermalveillance et de l'ANSSI et qui va ensuite saisir un de nos services, donc la BL2C, le CLCTIC. Et de ce fait-là, nous, on va revenir au contact avec cybermalveillance pour avoir plus d'éléments d'information, ou avec l'ANSSI si c'est le service de réponse à incident qui a pu avoir l'information. Et là, on va pouvoir partager cette information parce que souvent, nous travaillons sur les mêmes données, mais nous sommes complémentaires. Nous n'avons pas les mêmes optiques. Nous, on n'a pas une optique d'audit, on n'a pas une optique de remédiation. Notre optique, c'est de rechercher les auteurs, parce qu'en recherchant l'auteur, on va aussi peut-être trouver la source de la compromission. Enfin, en tous les cas, il y a des allers-retours qui vont se faire systématiquement avec ces grands services. Donc oui, c'est concerté, oui, il faudrait toujours plus, mais oui, il y a une véritable progression dans l'armement de la police et voire de l'État dans la lutte contre la cyber. Merci. Est-ce que notre ingénieur pourrait donner un exemple précis de l'aide technique apportée par la présence justement d'un scientifique, d'un ingénieur auprès des investigateurs? Donc tout simplement, dès qu'il y a un incident, dès qu'il y a un incident ou le début d'une enquête, donc une victime qui vient porter plainte, notamment, je vais parler plus spécifiquement des rançongiciels parce que c'est une grande majorité de nos dossiers et c'est ce qui fait le plus de dégâts aussi au niveau des entreprises. On va prendre attache avec l'enquêteur, avec l'entreprise pour déjà identifier quel est le groupe cybercriminel qui a attaqué l'entreprise. Parce que derrière, il y a chaque équipe d'enquête travaille sur différents groupes. Donc, afin que ce soit bien centralisé au même endroit, pour éviter qu'il y ait plusieurs services qui bossent sur les mêmes personnes, donc ça soit en gendarmerie, à la préfecture de police de Paris ou à l'office. Et donc une fois qu'on a bien établi, bien identifié qui était derrière l'attaque, en tout cas en termes du groupe, je peux citer par exemple des groupes comme Conti, Hive, Logbit ou Reveal par exemple. On va récupérer les premiers éléments, donc ça peut être des copies d'images, des copies de machines qui ont été compromises pour essayer de comprendre comment l'attaquant est entré, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace, récupérer tous les virus informatiques, tous les malwares qui ont été utilisés, tous les outils. Donc nous on va analyser ces outils-là et dire voilà tel outil, une communication avec telle IP, telle adresse IP, tel serveur, et donc nous on va rédiger des rapports, on va travailler avec l'enquêteur. On va former une espèce de binôme en fait. L'enquêteur qui lui va avancer dans sa procédure, nous qui allons l'appuyer sur la partie technique. Et derrière, l'enquêteur va pouvoir aller saisir les serveurs. Toujours ensuite, nous on va pouvoir analyser ces serveurs, d'où l'attaquant s'est connecté sur le serveur, quelle IP, etc. Et donc remonter le fil au fur et à mesure jusqu'à la machine potentiellement de l'attaquant, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc l'aboutissement de l'enquête, je dirais. Donc on est vraiment sur cet aspect technique. Et on a également une partie crypto-monnaie. Parce que donc parfois, même si on le déconseille évidemment, il y a quand même des victimes qui payent les rançons. Et donc, qui dit rançon, qui dit crypto-monnaie, dit potentiel suivi. Parce que là, comme peut-être que vous le savez, tout ce qui est Bitcoin par exemple, la blockchain est publique, donc le registre est public, donc on peut suivre l'argent sur la blockchain. Donc évidemment, on n'a pas forcément l'identité, mais au moins on peut suivre les flux. Donc nous, on a aussi développé cette expertise-là en interne. Donc voilà, on fait vraiment un suivi, donc on a vraiment une synergie ingénieur-enquêteur
pour pouvoir avancer au plus vite. Et c'est vraiment cet aspect binôme. Donc on va également suivre l'enquêteur sur tous les déplacements, que ce soit sur le territoire national ou à l'international, avec des partenaires étrangers, etc. Merci à vous. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à poser? Oui. Bonjour à tous et à toutes, je suis Cédric David, je suis commandant de police, je suis le directeur local de la DGSI département Aube et Haute-Marne. Je vais apporter un petit complément parce que, en tout cas dans ce département, vous avez cette chance, c'est que les services de police et de gendarmerie travaillent main dans la main, notamment sur l'aspect cyber. Et les guichets uniques font que n'importe quelle victime peut se présenter en commissariat ou en gendarmerie selon son lieu ou de domicile d'entreprise ou privé, ou parce que géographiquement il se trouve dans une ville ou dans une brigade de gendarmerie. Il peut déposer sa plainte. Localement, la plainte sera prise. Et ensuite, en tout cas, c'est valable pour l'Aube, il y a un NTEC à la gendarmerie de l'Aube et un ICC auprès du commissariat de police de l'Aube, donc de la DDSP. Et le service régional de police judiciaire de Reims, puisque je le connais bien, j'y ai travaillé quelques années et je suis un ancien ICC, a également son ICC, donc le relais se fera. Et alors, les NTEC en gendarmerie sont les enquêteurs nouvelles technologies et les ICC sont les enquêteurs spécialisés dans les nouvelles technologies et l'aspect criminel informatique et numérique. Ils font le même métier. Ils sont formés plus ou moins selon les mêmes formats et sont nés de cette adaptation des nouvelles technologies. Hein, et moi, je me souviens avoir fait ça il y a plus de 20 ans. Voilà. Et c'était le début. Donc, tout ça pour dire que le relais se fait, y compris jusqu'avec nos collègues parisiens ici présents, avec les parquets parisiens, puisque c'est un peu comme le terrorisme, on a un parquet qui est spécialisé dans ce genre d'infraction, puisque les parquets locaux, pour ne pas dire qu'ils ne soient pas compétents, mais n'ont pas forcément l'habitude de ce genre d'attaque et de poursuite. Et donc effectivement, si on a affaire à un grand groupe national ou international qui a l'habitude de faire des attaques numériques, effectivement c'est plutôt le parquet de Paris qui va prendre le relais. Voilà, c'était pour faire cette précision, pour que vous sachiez que localement vous avez également des correspondants qui seront à même de vous accueillir, de prendre votre plainte et de faire l'enquête, ou de relayer à des collègues plus compétents, parce que les compétences, il faut savoir les trouver là où elles sont. Est-ce que vous avez des questions parmi l'auditoire? Oui, madame. Merci. Oui, bonjour, Lumine Takano. J'aurais souhaité savoir si vous aviez des chiffres ou des statistiques concernant les enquêtes que vous recevez au moment où une enquête arrive à vous, qui a un dépôt de plainte. En règle générale, quelle est la moyenne pour aboutir, le délai, et quel est le pourcentage d'enquêtes qui aboutissent à une interpellation? Merci. Oui, alors c'est toujours difficile de parler de stats qui sont un domaine réservé de communication du ministère. Globalement, on peut parler si on fait une moyenne, ça ne donnera pas une information exacte. Je pense que il y a des distinctions dans les attaques cybercriminelles. La résolution d'enquête en matière d'attaques cybercriminelles sur des rançongiciels, on est sur des investigations au temps long qui peuvent être de plusieurs années. Alors, on est plutôt sur des cycles de 2-3 ans. Que ça soit, même si l'identification elle est faite au bout de 1 ou 2 ans, l'intégralité de l'enquête va pouvoir prendre jusqu'à 4 ans parce qu'il y a des implications au niveau international. Donc il faut pouvoir faire de la coopération, on va pouvoir faire de l'entraide judiciaire, il va falloir traverser plusieurs états avant de pouvoir entendre nos auteurs, de pouvoir les identifier, travailler avec un autre service étranger. Donc ça c'est vraiment des études, des cas longs. Mais il y a des résolutions en matière de rançongiciel. Elles ne sont pas légion, mais il y en a. Après, vous avez toute une partie de cybercriminalité qui est effectivement, on appelle ça de la cybercriminalité de proximité, qui va être de l'attaque des entreprises par un ancien salarié, un salarié mécontent, par un prestataire qui a été conduit. Là, le niveau de résolution de ce type d'investigation cyber est beaucoup plus important parce que l'erreur est
du cybercriminel est plus importante. Donc nous, finalement, notre capacité d'investigation, elle tient surtout à la capacité d'identifier l'erreur du cybercriminel. Il ne pourra pas être parfait tout le temps, ou s'il l'est, il nous échappera. Et donc plus on est proche de la sphère de la victime, plus notre niveau de résolution va être important. Lorsqu'on a des jeunes qui s'exercent à la cyber par défi, eh bien, ils vont commettre plus d'erreurs qu'un cybercriminel plus aguerri de 25 ou 35 ans. Donc la cybercriminalité, ou en tous les cas la résolution, va vraiment beaucoup dépendre de l'auteur et du type d'infraction. Et peut-être aussi du service qui va en être saisi, de l'importance des moyens qu'on pourra y mettre, de la capacité sur des petits faits cybercriminels sériels qui vont toucher toute la France à pouvoir fusionner ces dossiers-là pour du coup intéresser un parquet et dire non, c'est pas une victime pour 500 €, c'est 10 000 victimes en France pour 500 €. Et là, du coup, ça prend une importance plus importante et on peut dégager à la fois des moyens matériels et des moyens humains parce que il faut encore pouvoir prioriser les dossiers pour pouvoir mener certains à la résolution. Globalement, si je donne une donnée dans notre service, si je mets à part les rançongiciels, le taux de résolution est de l'ordre de 60-70% de résolution. Et je me permets aussi de rajouter qu'il y a effectivement identifié les auteurs, mais il y a aussi toute une partie, donc parfois ils peuvent être identifiés mais pas accessibles, parce que dans des pays qui ne collaborent pas, ou voilà. Par contre, on a toute une partie aussi de démantèlement d'infrastructures qui, elle, peut être dans un temps plus court. C'est-à-dire qu'on va démanteler toute l'infrastructure informatique de ces groupes-là, soit pour qu'ils arrêtent, tout simplement, et donc certains, après, à force d'être démantelés, sont simplement découragés, donc avoir un impact psychologique là-dessus, et donc éviter qu'ils continuent à perpétrer les attaques. Donc il y a aussi cet aspect infrastructure. Et puis effectivement, comme disait Franck, il peut y avoir des cas, on a parlé tout à l'heure de sabotage, par exemple. Donc nous, on a eu un cas de sabotage interne, et pas rançongiciel, mais ça a pu être réglé en quelques semaines, parce que justement la personne avait fait pas mal d'erreurs. Et juste pour vous donner un ordre d'idée au niveau rançongiciel, nous, vu que nous sommes service centralisateur, donc depuis 2020, nous sommes systématiquement co-saisis de tous les dossiers de rançongiciel en France, avec le parquet J3 de Paris. Donc on a quelques chiffres au niveau du nombre de plaintes de rançongiciel. Donc on est environ à, je cherche mes chiffres, on est environ depuis 2020 à 1300-1400 saisines, donc à peu près 1400 victimes, réparties au niveau police nationale, préfecture de police de Paris ou gendarmerie. Voilà. Et en 2022, c'était 435. Donc, parce que tout à l'heure, Nancy a évoqué le chiffre de 100 victimes de rançongiciel pour l'année 2022, je crois. Effectivement, l'ANSSI, elle a sa propre vision, parce que vous avez votre propre j'allais dire entre guillemets, client. Et nous, on a forcément une vue un peu plus d'ensemble. Et encore, on sait qu'on a un chiffre noir. Typiquement, sur le démantèlement d'une infrastructure récente du rançongiciel Hive, nous, on a découvert dans l'infrastructure qu'il y avait environ 50 victimes françaises, sauf qu'on avait eu connaissance que de 25 plaintes. Donc ça veut dire 50% des victimes qui n'ont pas porté plainte. Donc évidemment c'était pour un cas, donc ça ne peut pas se généraliser à tous les rançongiciels, mais ça peut donner un ordre d'idée sur le fameux chiffre noir qui peut y avoir du nombre de victimes qui ne portent pas plainte. Donc l'une des difficultés, c'est qu'effectivement, il semble qu'on puisse élucider, mais sans interpeller. Parce que si les criminels sont dans une frontière, où ils sont derrière une frontière derrière laquelle ils sont intouchables, on a fait le travail, on a fait le job, on a éventuellement fait tomber le matériel informatique ou les connexions informatiques qui ont permis d'eux, mais on n'a pas interpellé au sens propre, même si on sait qui ou où est la source de l'attaque elle-même. Ça, c'est quelque chose de particulier. Est-ce que, par exemple, dans un autre type d'attaque de menace qui a été évoqué, les arnaques au cyber-président, je ne sais pas comment on appelle, enfin au président, là aussi, il y a des investigations et des investigations qui réussissent.
Alors, moi, je suis arrivé à la BL2C il y a peu de temps, donc au mois de mars. Donc, sur la réussite des enquêtes, j'ai pas de dossier à évoquer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur ce type de dossier, il y a des investigations à réaliser. C'est-à-dire que la fraude au président, en général, il y a une compromission de boîte mail. Donc nous, en tant qu'enquêteurs, ce qu'il nous faut, c'est des données techniques. Et donc c'est pour ça que là, il faut que la victime puisse nous fournir toutes les données techniques liées aux accès aux boîtes mail. Donc soit si c'est Office 365, voir ça avec Microsoft, soit s'ils gèrent leur serveur de mail en local, donner ces logs pour que nous, on puisse déjà déterminer qui s'est introduit dans la boîte mail. Parce qu'en général, ils introduisent un boîte mail, ils regardent les communications entre la société et les banques, et après ils sont passés pour la société pour faire un virement sur un compte de l'auteur. Donc le point d'entrée, c'est phishing, compromission de boîte mail, exploration de la boîte mail, trouver les contacts banques, et après mettre en place l'escroquerie. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment déjà toutes les données techniques. En tant qu'enquêteur, ce qu'on va demander en premier à la victime, c'est quelles données techniques vous avez. Donc la boîte mail, donc on va récupérer les éléments techniques, on va déterminer quelles adresses IP sont connectées sur ces boîtes mail, discriminer les légitimes, donc des utilisateurs légitimes de celui qui a piraté la boîte mail, et voir si l'adresse IP est en France ou on va dire dans un situé à l'étranger avec différents serveurs. Et donc là, ça sera un axe d'investigation. Après, deuxièmement, on va demander à la banque quel RIB a été présenté et voir si c'est un RIB français ou un RIB étranger. Et donc là, si par exemple c'est un RIB français, on va demander à la banque qui héberge le compte, par exemple, toutes les adresses IP de connexion à ce compte pour déterminer qui l'utilise. Parce qu'en général, on va plutôt utiliser des fausses identités pour, on va dire, utiliser ce compte-là. La personne ne va pas l'ouvrir sur sa vraie identité pour commettre une escroquerie. Et grâce, par exemple, à l'analyse des adresses IP, on va essayer d'identifier si c'est une adresse IP française et de voir qui est dans cette adresse IP. Est-ce que c'est un téléphone? Qui a le téléphone? Après, avec les numéros IMEI, faire des investigations au niveau des téléphonies. Donc en fait, ce qu'il nous faut, nous, en fait, en tant qu'enquêteurs, c'est vraiment, quand vous êtes victime, quel que soit le mode opératoire, pas que la faute au président, je dirais, c'est conserver les données techniques de votre système d'information. Et nous, ce qu'on va vous demander en premier, c'est ça. Parce que nous, c'est vraiment pour avoir des axes d'investigation, il nous faut des éléments. Si la victime arrive avec très peu d'éléments, nous, on n'aura pas de capacité à faire des investigations parce qu'on n'aura pas d'IP, on n'aura pas de matériel pour déterminer des axes d'investigation et essayer de remonter aux mises en cause. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en tout cas. Et donc du coup, avant la conservation des données, qui est importante au moment où vous déposez plainte, ben c'est déjà de s'assurer que ces données-là sont présentes sur vos systèmes. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver comme difficulté dans nos plaintes. On va avoir un RSSI, un technicien, peu importe, qui va venir déposer plainte, va dire « Ah oui, je conserve les données, mais il ne l'a pas vérifié. » Il pense qu'il les conserve, mais il n'a pas vérifié. Ou il va avoir des logs très parcellaires. Il va avoir, par exemple, une adresse IP avec un eurodatage, mais pas la requête. Donc du coup, ça va être très compliqué de retrouver ces éléments-là. Ou alors, il aura souscrit un contrat avec une conservation des logs, des journaux de connexion, pour 10 jours. Les faits ont 15 jours, c'est fini. Toutes les données ont été effacées. Donc c'est aussi, au-delà de conserver, être sûr que ces données-là existent et peuvent être conservées sur des durées suffisantes. Je voulais revenir tout à l'heure sur ce que disait Alexis sur les identifications dans le cadre des rançongiciels. Il peut arriver dans un dossier récent où on a fait une interpellation dans un pays de l'Est de 2 affiliés de rançongiciels. En étudiant leur matériel, on a pu identifier 70 victimes françaises de rançongiciel. Donc là, on est parti non pas des victimes pour identifier l'auteur, mais par d'autres procédés, on a identifié les auteurs, on a donc étudié leur matériel et on a pu récupérer des moyens d'identifier 70 victimes en France qu'on a contactées pour dire, voilà, vous avez été victime de tel rançongiciel. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, et soit ils avaient déjà déposé plainte et on a pu prendre ces éléments dans notre dossier, soit on leur a fait déposer plainte. Donc l'identification, elle n'est pas nécessairement, finalement, en tous les cas la résolution, elle n'est pas nécessairement dans un flux victime, service de police, identification et interpellation. Ça peut être aussi, et c'est la force du monde cyber, c'est on va interpeller un cybercriminel qui n'a pas fait un fait cyber une fois dans sa vie. Au moment où on l'interpelle, finalement, son travail, c'est être cybercriminel. Donc, le matin, il se réveille, ou pas trop tôt, mais
il va commencer sa journée, il va faire un fait cyber et il va les entasser. Donc pendant que nous, on le cherche, eh bien, il va en faire plusieurs. Donc au moment où on l'interpelle, eh bien, on va regarder ce qu'il fait comme action. Et donc ça va nous permettre, ce qu'on appelle des incidents en matière policière, ça va nous permettre d'identifier de nouveaux faits cyber et finalement de résoudre des enquêtes pour lesquelles des fois des entreprises n'ont pas déposé plainte. Donc là, le taux de résolution est finalement assez important dans ce cas-là. Puisque excessivement peu. Sur les 70 de mémoire, c'était 1 ou 2. 1 ou 2 Oui. Donc, il y a du travail à faire. Et surtout, ne pas hésiter à faire savoir que vous êtes victime. Quoi. Parce qu'il y a cet aspect-là qui est inconnu et on ne peut pas être efficace également si on n'est pas informé. Oui. J'ai un exemple. Il y a quelques années de ça, c'était avant le Covid, il y avait la société Envie à Strasbourg, qui est dans l'économie sociale et solidaire, qui a été victime d'une escroquerie au président et qui a versé 400 000 € sur un compte, il me semble, au Portugal. Et le dirigeant s'en est aperçu très très vite, parce que l'escroquerie se fait en général le jeudi, hein, et le virement se fait le vendredi pour qu'il y ait le week-end qui se passe, mais il s'en est aperçu le vendredi. Et il a tout de suite contacté la police judiciaire à Strasbourg, qui a réussi à rapatrier les fonds. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça qu'il a témoigné. Hein. Donc en fait, les 400 000 € sont revenus dans son entreprise. Donc il faut absolument réagir très très vite. Si vous attendez le lundi, les fonds seront partis au Portugal, mais auront rebondi tout de suite vers un paradis quelconque. Et donc il faut pour ça réagir très vite. Voilà, c'était un des témoignages il y a quelques années. Pardon. Et en amont, il y a une chose quand même qu'il ne faut jamais oublier. En fait, on parle beaucoup d'enquête. En fait, chacun a sa place. Et la première des choses qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est vraiment il me semble, la sensibilisation. Nous, on considère que c'est le premier rempart. Si vous êtes formé, et je parle de toute la chaîne, hein, en fait, aussi bien du dirigeant jusqu'à l'employé, que tout le monde est sensibilisé à des choses qui vont bien, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Si j'ai un doute, vers qui je me tourne, quel est le personnel ressources en interne, vers qui je dois m'adresser en me disant ce mail-là, est-ce qu'il est légitime? Il se passe telle chose, est-ce que c'est normal? En fait, il faut sensibiliser à tous les niveaux et toutes les populations de manière large. Ça doit se faire aussi bien au niveau de l'éducation, donc dans le milieu scolaire, ça doit se faire en entreprise, quand un collaborateur arrive dans l'entreprise, on lui donne un package et on lui explique quelles sont les maîtrises, il doit renseigner, il doit signer aussi tout ce qui est charte, on va dire, d'utilisation des moyens informatiques, et il doit tout de suite se conformer aux usages. Et en matière, souvent, la sensibilisation, le simple fait de savoir qu'on doit vérifier par une autre voie, eh bien on évitera l'escroquerie au président. Quand on reçoit un mail de phishing, si on a un doute et qu'on a un personnel de ressources vers qui se tourner, eh bien on évitera d'aller plus loin dans le piratage et la récupération de données. Donc la sensibilisation, c'est vraiment une chose importante. En fait, ça repose sur plusieurs piliers. On a les moyens humains, donc sensibilisation, les moyens matériels, la défense en profondeur, des choses notamment où on pourra retrouver pas mal de choses en matière de sécurisation, notamment sur le site de l'ANSSI. Voilà, il y a des choses à faire. En fait, on doit cumuler l'ensemble de ces choses pour pouvoir se défendre efficacement. Et si on a un problème, eh bien les services de police et de gendarmerie sont là. On a justement des offices spécialisés, donc BL2C, il y a l'OCLC TIC, on a également le C3N côté gendarmerie. Donc il y a vraiment des services spécialisés qui travaillent tous sous l'égide, sous la coupe du parquet J3, donc à Paris. Donc il y a vraiment un ensemble de choses. Les services de l'État sont mobilisés sur toute la chaîne et sur tout le scope du traitement. Pour compléter juste ce focus, nous sommes intervenus récemment, donc police, gendarmerie, DGSI, auprès de la CPM de l'Aube. Vous voyez, on était auprès d'un public local et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas déposé plainte simplement parce qu'elles avaient peur du regard qu'on portait sur elles et sur leur activité et sur la façon dont ils gèrent l'aspect sécuritaire de leur entreprise. Et donc, ils sont victimes, ils payent ou ils absorbent. Alors il faut savoir, j'ai pas le chiffre, la gendarmerie me l'avait donné, mais dans 40 à 50% des cas, les petites entreprises ne font pas surface et déposent le bilan. Parce qu'elles n'ont pas la capacité financière pour faire face, soit payer la rançon,
soit se repartir de zéro, retrouver ses fournisseurs, retrouver ses clients. Et donc, la plupart du temps, ces petites entreprises, quand elles sont très fortement attaquées, elles déposent le bilan. Mais pour celles qui ont les reins solides et qui s'en sortent, elles ne veulent pas le faire savoir parce qu'il y a aussi derrière tout ça un peu de médiatisation. On sait que les parquets communiquent, on sait que donc les choses se savent rapidement et on n'aime pas mettre au grand jour que notre entreprise a été victime d'une attaque et qu'on a tout le système informatique qui a été bloqué, qu'éventuellement les fichiers clients ont été expatriés. Enfin, tout ça, ça gêne un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit rien. Et donc, après, les enquêtes mettent à jour un certain nombre de victimes qui n'avaient jamais déposé plainte et qui n'ont jamais voulu le faire sciemment. Donc là, on a tout un travail important. Il faut effectivement faire de la formation, de la prévention, mais il faut aussi dire aux personnes qu'elles doivent déposer plainte. Il n'y a pas de honte à avoir et au contraire, ça aidera les enquêtes, ça aidera les services de l'État à mener son action de cybersécurité. Juste un petit complément là-dessus sur la protection que peuvent apporter certaines situations juridiques, c'est que concrètement, effectivement, les entreprises peuvent être lourdement menacées dans leur existence économique dès lors qu'elles sont victimes d'une cyberattaque. Et pour revenir sur le cas que je citais tout à l'heure d'une entreprise de lingerie à Lyon, il faut savoir que le chef d'entreprise lui-même a décidé stratégiquement de se placer en redressement judiciaire pour tout figer et puis bénéficier d'une forte protection. Alors, il n'a pas fait de publicité vers l'extérieur, mais en interne, il s'est placé en redressement judiciaire, ce qui permettait, encore une fois, de stabiliser la situation et de donner la main à d'autres services spécialisés qui, le temps que l'on fasse un certain nombre d'investigations, pouvaient remettre en place tout un système informatique, puisque la plupart du temps, je parle sous le contrôle des vrais spécialistes, la plupart du temps, il faut recréer un SSI complet pour repartir avec des machines saines et on ne rebranche pas une partie du système, non, on reconstruit ab initio de sorte de repartir avec, encore une fois, de ça. Et de temps en temps, la solution, ça peut être aussi quelque chose d'aussi fort que de se placer en redressement. Mais c'est une situation juridique stable qui permet, encore une fois, d'être protégé. Je voudrais juste, moi, poser une question aussi, donc, parce qu'on a vu que c'est à la fois complexe. Donc, je suppose qu'en termes de formation, ça vous demande un effort particulier et avec, j'allais dire, des besoins. Comment évoluent-ils et comment sont formés nos cyber-investigateurs? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Tout d'abord, cette formation initiale, c'est d'investigateur en cybercriminalité. Le terme qu'on a employé, c'était ICC. C'est l'aboutissement d'un parcours de diverses formations. Un aboutissement, mais également un début, parce que c'est un petit peu comme un permis de conduire. On leur apprend, c'est une formation de 8 semaines. Et si je compte la totalité des prérequis, c'est l'équivalent de 10 semaines. Vous pensez bien qu'en 10 semaines, on ne peut pas former des ingénieurs. Nous n'en sommes pas et nous n'en avons pas la capacité. Et donc, une fois qu'ils sortent de cette formation, ils sont aptes à analyser des données numériques. Et puisqu'on parle de l'extraction, la préservation, l'extraction et le fait de savoir le faire ressortir dans un rapport technique qui nous servira d'élément dans nos divers dossiers. En ce qui concerne le ransomware, nous sommes justement en pleine phase d'adaptation et nous avons à ce titre, à ce jour, une formation de remise à niveau, parce que vous savez que c'est un domaine qui évolue beaucoup, et on prévoit justement une formation de remise à niveau spécifiquement axée sur le ransomware, puisque initialement, les investigateurs en cybercriminalité, ils sont actuellement 460 actifs dans toute la France, donc il y a un maillage géographique national plutôt complet. Initialement, les investigateurs en cybercriminalité traitaient assez peu les ransomware. D'ailleurs, vous l'avez montré avec vos chiffres. Et donc, il y en a assez peu de réellement compétents sur ce domaine précis. Il y en a beaucoup, par exemple, à Bordeaux, on en discutait encore. Mais il y a certaines zones géographiques où c'est un petit peu une zone blanche sur cette spécificité technique. C'est pour ça qu'on prévoit, dès la fin 2023, une remise à niveau spécifiquement axée sur les ransomware. Pour ses collègues. En parallèle de ça, il y a un plan national cyber qui a été signé par notre ministre, qui prévoit 36 ou 37 mesures, je n'ai plus le chiffre exact en tête, et dans ces diverses mesures, on prévoit 600
investigateurs en cybercriminalité de plus. C'est un véritable défi pour nous, mais bon, on y met les moyens, donc on va y arriver. Donc vous voyez, il y a une augmentation de la quantité et il y a une spécialisation sur ce type d'infraction qui est prévue. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci Didier. Alors moi je suis pris entre deux alternatives. En tant que, je ne suis pas chef d'entreprise, mais je me dis est-ce qu'il faut que je fasse savoir que j'ai été attaqué? Parce que je reviens sur le premier... parce qu'auquel cas j'ai tous mes clients qui vont se méfier du coup. Hein, parce que à partir du moment où je vais externaliser le fait d'avoir été attaqué, je vais me retrouver quand même plus ou moins pointé du doigt. Ou est-ce qu'il faut que je rentre dans une confidentialité? Alors c'est ma question. Comment ça se passe quand quelqu'un vient déposer plainte? Il y a une confidentialité. Comment ça se passe? Est-ce qu'on guide le chef d'entreprise en disant je vous conseille de prévenir, etc. etc. Comment on fait concrètement? Je sais qu'il y aura des exercices cet après-midi de gestion de crise, mais fatalement, je pensais à l'exemple que tu donnais, qu'on a connu. C'est une collaboratrice qui a cliqué, qui a fait rentrer. Bon, elle n'a pas été pointée du doigt, on n'a pas dit voilà, parce que fatalement, il y a une problématique. Mais quand vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes attaqué, quelle est la procédure? Est-ce qu'il faut le faire savoir à ses clients? Comment on fait concrètement? Alors, si je peux me permettre, sur la plainte, je laisserai les policiers parler, mais en tout cas, sur la transparence, de mon expérience, quand on est victime d'une attaque, alors si elle n'a pas de conséquences, est-ce que c'est la peine de communiquer dessus? Je ne suis pas sûr. Mais si c'est une attaque massive, ça veut dire on est chiffré le lundi matin en sa fameuse tête de mort, il faut entre 1 heure à une demi-journée pour que ça se sache à l'extérieur. C'est-à-dire que comme vous n'avez plus de moyens de production, vous allez par exemple renvoyer vos employés à la maison, parce qu'il n'y a plus de travail à faire, toute la chaîne s'est arrêtée. Forcément, il y en a un qui va aller sur les réseaux, sur Instagram ou autre, en disant voilà, il se passe ça chez nous, etc. Vous allez avoir très rapidement la presse qui va vous appeler. Si vous êtes une structure relativement importante, elle va vous appeler très vite en demandant est-ce que c'est vrai que vous avez été attaqué? Donc, je pense qu'il faut mieux jouer sur la transparence et bien prévenir ses clients, ses fournisseurs qu'on a un ennui. Après, dans les détails, il faut penser avant sa communication. Je replaide un peu pour ma paroisse, mais il y a un guide sur la gestion de la communication de crise. Donc, en fait, il faut prévoir à l'avance. On a eu alors des crises informatiques ou d'autres où la communication a été déplorable, y compris sur les réseaux sociaux, parce que c'était fait par des non-professionnels et ça a empiré en fait la crise. Donc c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Je pense qu'il faut jouer la transparence parce que de toute façon ça va se savoir. Et quand vous allez avoir un fournisseur qui arrive et que vous n'êtes plus capable de le payer parce que vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il a dans son camion et combien vous devez le payer, vous allez lui dire quoi? Et ils arrivent tous les jours. Donc il va falloir le prévenir. Alors ça, c'est ma vision. Pour la plainte et la confidentialité, là, je laisse la police parler. Donc la police parle. Je donnerai 2 aspects de réponse. La première, si vous venez déposer plainte dans un service de police, il n'y aura pas de communication. La communication, en fait, des services de police ou de la justice, elle est essentiellement faite au moment de la résolution des enquêtes. Donc finalement, c'est vraiment toute une chaîne, tout un process. Et pour la communication, je vous rejoins complètement, il faut vraiment qu'elle soit anticipée, elle soit préparée, qu'on sache qui va communiquer et qu'est-ce qui va être communiqué. Et finalement, on doit se mettre dans le même fonctionnement, le même type de fonctionnement qu'on commence finalement à avoir complètement intégré, qui est le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui, pour inverser la charge de la preuve, pour contraindre finalement les entreprises à bien considérer que la donnée à caractère personnel, c'était ce qui avait une valeur essentielle pour protéger nos administrés et protéger elle-même son patrimoine, sa clientèle, sa patientèle, peu importe, eh bien, il y a eu une obligation de communication, et alors c'est la CNIL qui va décider effectivement, vous me déclarez tel incident, eh bien vous devez indiquer aux victimes, ou en tous les cas aux titulaires des données, que leurs données étaient compromises. Pourquoi ? Pour les sauvegarder, pour empêcher qu'elles-mêmes, pour qu'elles soient beaucoup plus vigilantes. Et dans le cas d'une entreprise, lorsque vous avez un spear phishing, par exemple, comme on évoquait tout à l'heure, une attaque de votre messagerie, et que vous voyez que votre messagerie a permis d'envoyer 600 000 mails, dont 600 000 mails à l'ensemble de vos contacts. Ça devient criminel de ne pas indiquer à vos contacts
j'ai été victime, le mail que vous avez reçu n'émane pas de moi, mais d'émane d'un cybercriminel. Parce qu'on voit beaucoup trop de cas dans les cas de spearphishing avec l'utilisation de messagerie, que finalement, la compromission même du spearphishing vient d'un fournisseur ou d'un client précédent. Et vous avez tout un chaînage. Donc nous, la compromission, c'est la compromission de l'entreprise A qui avait été elle-même compromise par l'entreprise M. Et tout ça, personne ne le savait. Ça aurait pu s'arranger. Et quand vous avez une compromission de votre messagerie, quand vous êtes sur des systèmes intégrés qui comprennent à la fois la messagerie et les documents, eh bien, vous avez une attaque, une grande vulnérabilité, parce que vous allez avoir des documents confidentiels, des mails confidentiels, des mails entre vous et une banque qui vont permettre de faire un faux vie, comme on le disait, ou pour pouvoir faire une transaction autre. Donc, je pense qu'il faut communiquer. Mais on ne communique pas n'importe comment parce que effectivement on peut affoler les marchés, on peut affoler les clients. Mais maintenant, ça paraît, la cybercriminalité, elle est pratiquement au quotidien, pas toujours bien compris, c'est encore un peu caricatural, mais ça peut être compris. Ça peut être compris si vous avez une communication qui montre que vous êtes responsable. Je communique pour que vous soyez attentif. Préservez-vous. C'est un message d'alerte. C'est pas juste dire j'étais attaqué, j'étais mauvais. Non. Tout le monde peut être attaqué. Donc c'est juste inverser le message et c'est un message de prévention finalement. Je reviens sur mon exemple de l'entreprise de lingerie lyonnaise parce que simplement c'était un petit peu le même élément. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de communication grand public. On ne fait pas de publicité comme quoi on a été hacké ou on est victime d'une cyberattaque. Mais par contre, pour préserver le lien de confiance entre les clients et les fournisseurs, et les gros clients et les gros fournisseurs, dans le cadre du business, la confiance, c'est important. Et si on cache quelque chose, vous risquez un préjudice supplémentaire. Donc il faut une transparence, de confiance avec les interlocuteurs qui sont des interlocuteurs avec lesquels vous avez des relations économiques. Pour d'autres grands publics, il n'est pas la peine de s'exprimer dans la presse ou des choses comme ça. Mais de la transparence, c'est un gage de confiance. Donc je pense que c'est intéressant. Et je pose une dernière question s'il n'y en a pas... Oui, pardon. Je pose la dernière question quand même. Merci Clément. Mais il faut avertir 5 minutes avant la fin, parce que sinon je n'ai pas le temps de poser ma dernière question. Je voudrais savoir si, d'un point de vue concret, très pratiquement, est-ce qu'il vous manque un outil procédural ou un outil technique que vous aimeriez avoir, ne serait-ce qu'en procédure, une autorisation légale de faire telle ou telle chose? Ou est-ce que là aussi, grosso modo, le droit s'est mis à niveau, pardon, c'est mon côté juriste, mais le droit s'est mis aussi à niveau et vous a maintenant ouvert des possibilités techniques avec des investigations spécifiques que vous ne pouviez pas faire avant et que vous pourriez faire, ou que vous voudriez faire demain? Au niveau juridique, je dirais qu'on a les moyens pour pouvoir enquêter. Suivant le cadre d'enquête, si par exemple on est en bande organisée sur de l'escroquerie, on va avoir des moyens juridiques qui vont pouvoir permettre par exemple de faire des écoutes de serveurs, enfin, on aura des moyens juridiques vraiment utiles. Ce qui va souvent manquer plutôt au niveau cybercriminalité, c'est plutôt les ressources humaines en général, c'est les compétences des policiers, avoir des ingénieurs. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on avance, c'est-à-dire former de plus en plus. Le niveau technique augmente au niveau des cybercriminels, donc nous aussi on doit pouvoir augmenter en compétences via de la formation initiale et après de la formation continue. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, je pense. Alors en matière de formation, à l'UTT, vous pouvez bien être formé sur tout ce qui est cyber et cybersécurité, ça c'est très clair, et vous pouvez aussi être formé à la gestion de crise. Hein. L'UTT est très spécialisé dans ce domaine. Et j'arrête Clément. Hein. On fait la pause, merci à vous.